Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Si on devait trouver un synonyme au mot résilience, je pense que je voterais pour le nom d'Awa Kamara, mon invité dans cet épisode. Il y a une dizaine d'années, sa vie bascule lorsqu'elle découvre que son deuxième garçon, Yanis, est polyhandicapé. Comment accueille-t-on une telle nouvelle au sein d'un couple, de la famille, de ses amis? Quels sentiments peuvent traverser une jeune femme, une épouse, une mère, qui est confrontée aux défis quotidiens qu'impose la situation de polyhandicap d'un enfant? Comment construire une vie de famille normale face aux regards et aux peurs des autres? Quelle est la réalité d'un aidant familial qui s'occupe d'un enfant polyhandicapé? Awa Kamara aborde toutes ces questions dans son premier livre intitulé « Le tiroir à bonheur », paru aux éditions S-Active en octobre 2020. Ce livre est un témoignage touchant, précieux, et qui devrait être lu non pas seulement par les personnes concernées de près ou de loin par un handicap, mais par tout le monde. Je vous souhaite une très agréable écoute en compagnie d'Awa Kamara. Bonjour Awa Kamara. Bonjour Assel. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Nous enregistrons un dimanche 25 avril. Il y a un petit soleil dehors ici depuis Berlin. Et toi, tu es où actuellement? Alors, Assel, moi, je suis dans les Yvelines, à la Queue-les-Yvelines, un petit village en France. Et puis, je suis ravie de participer à ce podcast, d'échanger avec toi. C'est très, très important pour moi parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai découvert au fur et à mesure ce que tu faisais, ce que tu proposais via Afrolivresques. Et moi, qui suis issue de la diaspora, ça me permet vraiment d'être un peu plus en connexion et dans la connaissance de ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Écoute, ça me fait très plaisir de l'entendre parce que c'est bien l'intention aussi qu'il y a derrière Afrolivresques, le podcast et le site internet. Alors, je raconte un petit peu comment on s'est connus. Tu m'as contacté parce que tu as écouté un épisode du podcast. C'était lequel encore? En fait, c'était Luc Pinto, dealer de livres. Oui. Et, le hasard a fait que j'avais entendu parler de lui, j'ai commencé à un petit peu voir ce qu'il faisait et je suis tombée sur votre échange. Et c'est comme ça que j'ai connu Afrolivresques. Tout à fait. Et donc, tu m'as contacté par WhatsApp. Moi, je te connaissais pas avant. J'avais même pas encore entendu parler de ton livre. Et en fait, tu m'as contacté pour dire combien tu avais apprécié l'épisode. Et comme ça, après, j'ai vu que tu as publié un livre. Et j'ai dit, bon, allons voir ce qu'elle fait. Et j'ai découvert Le tiroir à bonheur. C'est le titre de ton livre. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui. On pourrait en parler des heures, mais comme malheureusement on n'a que, on va dire une demi-heure, donc on va essayer de parler de l'essentiel de ce livre. Bon, avant qu'on y arrive, est-ce que tu peux déjà nous dire qui est Awa Kamara? Oui, je peux te le dire, Assel. Alors, je m'appelle Awa Kamara, je suis d'origine sénégalo-mauritanienne, j'ai une quarantaine d'années, j'ai 3 enfants. Un conjoint et en termes de profession, je suis de formation assistante sociale et j'ai eu plusieurs vies professionnelles, plusieurs projets que j'ai pu mener, pas seule, avec des collaborateurs divers et variés. Et puis voilà ce que je me
le présenter, c'est un peu ça. Et comment a été ton enfance? Je le sais un petit peu en lisant ton livre, mais est-ce que tu peux nous donner comme ça quelques petites bribes de comment était ton enfance dans les Yvelines en France? Bah écoute, c'est vrai que j'ai grandi avec une maman monoparentale. Elle nous a élevés tous les 8. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Donc c'était une enfance avec des côtés très dans la complicité, dans la résilience, et puis parfois un peu difficile parce que ma maman était aussi elle-même avec des difficultés. Très créative, elle nous a transmis énormément de choses, mais il y a des moments de sa vie et du coup de notre vie qui ont été un peu plus sombres. Mais ce qui a fait aussi les personnes que nous sommes maintenant. Et voilà, comme on dit, des fois, selon nos expériences de vie, il y a des choses qui nous portent et qui permettent finalement de nous faire aller dans des horizons insoupçonnés. Oui. Alors, tu en parles aussi dans ton livre déjà, comment tu te retrouves à écrire ce livre, dont le titre est, je le rappelle, Le tiroir à bonheur. Alors, ça a été beaucoup d'étapes, en fait. Il s'est passé tellement de choses qu'il y a eu un moment où j'ai eu besoin de coucher ça sur le papier pour prendre du recul, pour ne pas oublier, et également un moment pour transmettre, partager et transcender un petit peu cette expérience. Le point de départ de cette envie d'écrire, ça a été quand même la naissance de mon fils cadet, Yanis, qui est atteint d'une épilepsie sévère et d'un polyhandicap important. Et suite à sa naissance, en fait, on a vécu beaucoup de choses. Et c'est là où je me suis dit que c'est intéressant peut-être de pouvoir le poser sur papier. Et puis à l'époque, j'avais pas trouvé forcément de livre qui puisse moi-même m'apporter peut-être des réponses à mes questionnements. Je me rappelle avoir été dans une librairie où j'avais demandé s'il y avait des choses peut-être sur les aidants familiaux, et elle m'avait dit que les parents, ils faisaient des blogs, ils faisaient des choses comme ça, et du coup je me suis dit que peut-être ça pourrait être aussi intéressant de se poser sur ce questionnement. Et puis quand j'ai commencé à écrire, très vite est venue en moi une phrase qui dit, un proverbe africain qui dit « Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient ». Et c'est vrai que cette phrase est résonnée. Et je me suis dit, peut-être que oui, il faut parler de ce qui s'est passé dans mon couple, avec Yanis, avec sa fratrie, mais la Hawa là, qui est en train de vivre cette aventure, elle vient d'une histoire, elle vient d'une famille. Et est-ce que revenir sur ça, interviewer mes frères et sœurs, interviewer ma maman, interviewer les gens qui nous ont côtoyés, est-ce que ça pouvait peut-être expliquer pourquoi et comment le parcours qui allait se poursuivre allait se teinter? Et c'est pour ça que finalement, c'est devenu une histoire à tiroir, finalement, où se mêlent aussi bien mon enfance, ma vie d'adulte, ma rencontre avec mon conjoint et toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer et les joies aussi au vu du polyhandicap de Yanis. Justement, c'est un témoignage. C'est un témoignage, donc une histoire vraie, c'est pas une fiction. C'est un témoignage d'une jeune maman qui commence par les moments qui précèdent l'accouchement de son second enfant qui s'appelle Yanis. Et ce jour, tu ne l'oublies pas parce que c'est le jour où Barack Obama prononce son discours quand il devient président aux États-Unis. Et c'est comme ça que le livre commence. Alors, avant qu'on enregistre l'émission, j'ai échangé avec toi par mail où je te disais, à chaque fois tu me demandais, mais comment tu as trouvé le livre? Comment tu as trouvé le livre? Et je te disais, attends, quand on va en parler, je te dirai. Et je te dis donc comment j'ai trouvé le livre. Je le fais spontanément, je n'ai pas écrit une note de lecture. Il est touchant, il est bienveillant, rempli de beaucoup d'amour, il est pudique et il est digne. Donc, je sais pas comment le dire d'une autre manière. On a envie de l'embrasser. On a envie de l'embrasser, le livre, parce que c'est une histoire riche, mais alors d'une richesse incroyable. Mais vraiment, on pourrait prendre à chaque moment une phrase et en faire un autre livre. Ce que tu as vécu est impressionnant. Ce que tu as vécu en tant que femme, en tant que conjointe, en tant qu'entrepreneur, en tant que mère,
en tant qu'aidant familial. Donc, tu as endossé tous ces rôles dans ta petite vie, quoi. C'est impressionnant. Et ça ne t'a pas enlevé l'humour, parce qu'il y a de l'humour aussi dans le livre. Moi, il y a des moments où j'ai éclaté de rire, hein. C'est comme ça. Ça ne t'a pas enlevé l'humour, ça ne t'a pas enlevé l'amour de l'autre. Ça ne t'a pas rendu aigri. Tu n'en veux à personne. Ça, c'est impressionnant. Avec tout ce qui t'est arrivé, je me suis demandé, mais d'où est-ce qu'elle tient sa force, en fait? Et il y a quelque chose qui revient très souvent dans ton récit, c'est que, quelle que soit la situation, tu n'as jamais eu l'idée d'abandonner. Tu peux avoir des doutes, hein, ce qui est humain. Tu n'as jamais eu l'idée d'abandonner et tu as toujours trouvé la ressource pour te relever et tu as toujours eu la grandeur de demander de l'aide. Ça m'a beaucoup touchée. Cette grandeur de se dire, OK, je constate que là, je ne vais pas bien. Il faut que j'ai besoin d'aide, que ce soit une aide professionnelle pour t'accompagner dans les soins avec ton fils ou pour toi-même en tant que femme, en tant que professionnelle. Bravo pour ce livre. Merci Assel, ça me touche beaucoup ton retour. Voilà, t'as dit beaucoup de choses, vraiment. ça me touche et puis oui, t'as bien résumé. Je pense que ce livre, c'est vraiment tout ça et c'est vraiment un parcours de résilience et voilà, tout à chacun en fonction de ce qu'on a. Le tiroir, pour moi, c'est vraiment une métaphore de la résilience, des rencontres, des émotions, de plein de choses qui se passent dans notre vie. Et puis parfois, on a besoin de se ressourcer à travers ce tiroir pour pouvoir continuer à avancer. Et comme je le dis dans certains chapitres, des fois, ce tiroir, il s'éloigne. Des fois, on sait plus comment le prendre. Mais ce que je suis certaine à chaque fois, et c'est ce qui m'accompagne dans ma vie, c'est que j'ai des choses à l'intérieur, des trésors qui me permettront encore et encore, je l'espère, de continuer. Alors, d'où te vient ce concept du tiroir à bonheur? Parce que je dois préciser que bonheur, c'est avec S, hein, donc plusieurs petits bonheurs. Et tu distilles ces bonheurs comme ça au travers de ton livre. Hein. D'où te vient ce concept-là? En fait, on avait fait une pièce de théâtre il y a quelques années, des ateliers théâtre forum, en fait, dans le cadre d'une association que je préside, Second Souffle. Et dedans, on avait fait déjà pas mal de petites pièces, voilà, pour sensibiliser. Et une présidente d'association, Sandra Bouira, avait en fait dans un des sketchs spontanément ouvert un tiroir où il y avait plein de bonheur, tout ça. J'avais laissé ça dans un coin de ma tête, mais bon, j'avais trouvé l'idée très imagée. Et quand à mon tour, j'ai écrit le livre et que j'ai cherché un titre, vraiment, je suis passée par tous les titres du monde. Et surtout une phrase que ma maman me disait souvent, que tes enfants te le rendent. Oui. Il n'a pas eu s'appeler comme ça, ce livre, parce qu'il y avait quelque chose dans l'histoire de ma mère qui était inspirant et j'avais envie de lui rendre hommage par rapport à cette phrase. Et ce titre est revenu. Et je me suis dit, mais ma vie, c'est ça. C'est vraiment ce concept d'avoir plein de bonheur dispersés un petit peu dans ma vie, dans mon cœur, et qui sont concentrés dans cette espèce de tiroir imagé où on le sort, on le ferme, on l'ouvre. Et c'est là où ça a pris tout son sens, en fait. Tout son sens. Et où, voilà, je me suis dit que ce serait le titre du livre, parce qu'il est vraiment dans cette métaphore, dans ce parcours, et je voyais plus que lui. et comme tu dis, le bonheur avec un S ou sans S, non. Il y a plein de petits bonheurs. Et je pouvais pas lui mettre pas d'ess. Moi, je trouve que le titre correspond parfaitement au récit. Je n'aurais pas trouvé un meilleur titre. Hein. Au départ, on se dit bon, qu'est-ce qu'on va découvrir, mais quand on lit, c'est cohérent, c'est cohérent. Et donc, j'aimerais, si tu le permets, revenir en arrière. Hein, ce jour où tu écoutes le discours et tu commences à avoir des contractions pour aller à l'hôpital, comment tu te sens à ce moment-là? Tu es sereine ou tu es inquiète? Comment tu... Je suis vraiment sereine. J'avais déjà eu un premier enfant, Liam. Oui. Et même si l'accouchement avait été douloureux pour Liam, je dois l'avouer, tout ce qui s'était passé avant, pendant et après sa naissance avait été quand même beaucoup synonyme de joie. Oui. J'avais mon couple se consolidait, ma famille
était petit soin pour lui, pour moi, et vraiment, comme je le mets un peu dans le livre, il me semblait normal de récidiver. Et c'est vrai que du coup, Yanis était un bébé attendu, était un bébé où on voulait un second. Et c'est vrai que quand les contractions arrivent, alors déjà j'étais dans un état particulier parce que oui, c'était l'investiture de Barack Obama, c'était quelque chose de très historique, ce qui était en train de se passer à la télé. Et du coup, j'étais dans une espèce de joie diffuse dans toute cette soirée. Les contractions arrivaient et Fred, lui, était dans une fête au niveau de la MAP, il était maraîcher à l'époque et du coup n'était pas présent à la maison. Et on s'était dit que si en tout cas c'était le jour J, de ne pas hésiter à l'appeler bien sûr, et c'est ce que j'ai fait. Donc quand il est arrivé, j'étais content de le revoir, lui était super heureux et on est arrivé dans un état d'euphorie un petit peu à l'hôpital où lui sortait de fête. Moi j'étais contente que Barack Obama soit en place et beaucoup de bonnes vibrations. L'accouchement arrive et le médecin qui m'a accouchée, bon, je me suis pas étendue trop dans le livre, mais lui, j'avais le sentiment que c'était compliqué pour lui de m'entendre crier en fait. Et déjà à ce moment-là, c'est pas que ça s'est un peu teinté la journée, mais ça m'a questionné aussi sur, en tant que femme, parfois, même à l'hôpital, on peut avoir un peu ces douces violences autour d'un accouchement, et ça m'a quand même un peu posé question de comment, quand on accueille un enfant, s'il n'y a pas beaucoup de bienveillance autour de cet acte, ça peut aussi donner une autre couleur à l'accouchement. Alors, je ne sais pas si c'était un présage, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui me gênait dans l'accueil qui m'a été fait ce jour-là. Mais bon, voilà, moi, je suis passée un petit peu à autre chose. Et Yanis est né à 1h du matin, beau comme un cœur, et avec tout l'accueil qu'on pouvait lui faire, quoi. Oui. Et il n'y a pas eu de complications, rien du tout en termes médicaux, hein? Non, hein, comme disait le médecin qui nous a reçus quand il y a eu les soucis, c'était un bébé 3,5 kg, tout beau, en pleine forme, qui criait bien, qui dormait, mais rien de spécial. Et comment tu commences à remarquer que peut-être il y a quelque chose qui ne ressemble pas à ce que tu as vu, par exemple, sur Liam, ton premier fils, qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait le faire? Alors, en fait, c'est pas moi, c'est mon conjoint, Fred, qui remarque en fait que Yanis a des mouvements, des trémulations, des petits tremblements qui peuvent arriver à la naissance d'un enfant. Et quand il me le dit, j'avais pas forcément remarqué que c'était dense, que c'était régulier. Lui, il avait remarqué. Comme on dit des fois, les mamans, instinct maternel, tout ça. Bah, dans mon cas, c'est plus mon mari qui a, en tout cas, en voyant ces mouvements, s'est dit qu'il y avait quelque chose de problématique. Donc, on a appelé le pédiatre qui a constaté ces petits mouvements et qui, lui, nous a dit, souvent, ces trémulations, ces mouvements sont dus à un manque de calcium. Nous allons faire une petite prise de sang et puis on va voir les résultats. Et il avait raison. Il y avait un manque de calcium. Voilà, donc très vite, ils ont réajusté en donnant du calcium à Yanis. Sauf que ces trémulations ont continué. Il a été observé d'un peu plus près par une sage-femme. Une gynécologue est passée au même moment et a constaté que ce n'était pas des trémulations, mais plutôt des convulsions. Voilà, et c'est quoi la différence entre... Dans le livre, tu parlais au début de sursaut. Hein? C'est quoi la différence entre les deux? Alors là, je pense que dans le cas des trémulations, que je ne maîtrise pas trop à celle, c'est vraiment des petits mouvements, des petites secousses, des petits tremblements, comme si on avait froid. Alors que là, la convulsion était plus diffuse, plus dense, et c'était des secousses. C'était plus des secousses. Et c'est ça, je pense, qui a fait dire à cette gynécologue, c'était une femme, qu'on n'était pas dans des trémulations, mais vraiment des convulsions. Donc, à partir de là, commence un parcours, mais incroyable. Déjà, il faut savoir s'il y a un problème, et s'il y a un problème, il faut poser un nom sur ce problème. Là, je vais aller un peu vite parce que là, je parle vraiment de 10 ans, hein, 10 ans de je sais même, j'ai pas de mots en fait. C'est incroyable. Tu traverses des émotions, mais
intense. Alors, ça commence déjà par la recherche du diagnostic, parce que pour pouvoir trouver une solution, il faut savoir de quoi l'enfant souffre. Oui. Donc ce n'est pas aisé. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment est-ce que ce processus de recherche de diagnostic s'est passé? En fait, on passe du temps à l'hôpital, beaucoup de temps à l'hôpital dès la naissance en fait. Et les médecins n'avaient pas de diagnostic. La seule constatation sur Yanis, c'est qu'il avait des crises d'épilepsie, parce que ces convulsions finalement, on les a appelées très vite crises d'épilepsie. Et les particularités de ces crises, c'est qu'elles étaient pharmacorésistantes. Ça veut dire que peu importe le traitement anti-épileptique que les médecins administraient à Yanis, les crises reprenaient. Je rappelle que, je l'ai vu dans le livre, pardon de te couper, je rappelle qu'il faisait une quarantaine de crises d'épilepsie par jour, donc c'est pas une petite crise en passant comme ça une fois par semaine. Non, c'était vraiment intense, et même quand on a changé d'hôpital à un moment, on nous a dit une centaine de crises, parce qu'il y en avait plein qu'on ne voyait pas. C'était une information qui était dramatique pour nous, parce que déjà 40, il fallait les compter, mais quand ils nous ont dit qu'en plus il y en a plein qu'on voyait pas, on s'est dit mais ils convulsent non-stop quoi. Oui. Et c'est vrai que ce chemin de diagnostic finalement où on n'a pas jusqu'à présent de maladie sur ce qu'a Yanis, on parle d'encéphalopathie d'origine inconnue. Par contre, au fur et à mesure de nos échanges avec les médecins, ce qui a changé peut-être pour nous, c'est à un moment il a fallu se faire confiance nous en tant que parents. De ne pas remettre tous nos espoirs dans les mains d'une seule équipe médicale et de se faire confiance et du coup, très vite, de faire nos propres recherches. Merci Internet, même s'il y a plein de choses où, franchement, il y a à boire et à manger aussi sur Internet et des fois on s'inquiète pour rien. Pour rien. On peut s'inquiéter encore plus que si on n'avait pas été sur Internet, mais dans notre cas, dans mon cas, moi, ça m'a permis, en fait, finalement, de faire des investigations et, au vu de ce que Yanis présentait comme symptômes, de faire des propositions. Et la première chose qu'on a fait, déjà, c'est de changer d'hôpital. Une fois qu'on a changé d'hôpital, c'est de réunir, au vu des recherches qu'on avait fait sur Internet, qu'est-ce qui pourrait ressembler à ce qu'avait Yanis. Et une des suppositions, c'était, si ces crises ne s'arrêtent pas, au vu de ce qu'on avait trouvé, c'était soit une tumeur, soit ce qu'on appelle une dysplasie, une malformation. Ce qui a été confirmé par le médecin qui nous a suivis dans la nouvelle équipe médicale, qui nous a dit, vous avez raison, c'est sûrement une dysplasie, mais il est tellement petit que pour l'instant, à l'IRM, on ne voit pas. Et quelques temps après, ça a pu être confirmé. C'est-à-dire que c'est vous qui faites la démarche, c'est vous qui proposez des pistes de solutions ou alors des pistes de réflexion au corps médical. Mais tu n'as pas de formation, ton conjoint non plus. Comment est-ce que tu procèdes par rapport à ces recherches-là? Tu vas à tout hasard, tu tapes un mot sur Internet? Je vais à tout hasard, je tape épilepsie, je tape pharmacorésistant, je tape les noms des médicaments. Il y a un médecin quand même dans le premier hôpital, enfin pas un médecin, pardon, une infirmière qui nous dit de changer d'hôpital, qui nous dit ils vont rien faire ici pour vous, je vous conseille de changer d'hôpital. Et c'est là où on s'est dit mais si quelqu'un du monde médical nous dit ça, c'est que vraiment, il faut qu'on arrive à se faire confiance et que si on ne se sent pas bien dans un établissement médico-social, ça sera pour la suite, si on ne se sent pas bien dans une équipe, si on ressent qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on peut proposer à notre fils, il faut s'écouter et pouvoir faire des recherches. Et voilà, en tapant des mots, des choses, on trouve qu'il y a un médecin dans un hôpital à Garches qui est spécialiste, un neuropédiatre de l'épilepsie pharmacorésistante. On fait tout pour trouver un rendez-vous et emmener Yanis. À partir du moment où on va à ce rendez-vous, c'est lui qui nous explique que Yanis fait sûrement plus d'une centaine de crises par jour et c'est lui qui décide. Et s'il avait pu immédiatement, il aurait fait sur le champ une hospitalisation en urgence et où on va commencer d'autres traitements qui vont pouvoir au fur et à mesure apaiser les crises. Et ce médecin est crucial parce que lui a une double casquette, il est aussi neuropédiatre à Rothschild, qui est un grand hôpital qui opère les épilepsies sévères. Et en fait, finalement, dans notre parcours, c'est quand même, je ne sais pas si c'est de la chance, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est quand même beaucoup de rencontres par ricochet qui nous emmènent à un moment à des solutions. Oui, je l'ai constaté dans le livre. Il y a comme ça,
parfois on se dit, mais c'est comme si elle a appelé une lumière et puis elle a rencontré la personne qu'il fallait pour répondre à la question qu'elle avait à ce moment-là. Donc ça peut être une amie, ça peut être une collègue, ça peut être dans la famille. Donc il y a toujours des gens qui tournent autour de toi et qui n'ont pas la solution directement, mais qui peuvent te donner une piste à explorer. Et ça, c'est un parcours, comme je le disais, qui dure des années et des années. Alors, moi, ce qui m'a interpellée aussi, je me disais, mais comment elle fait en tant que femme, d'abord, avant d'être mère, avant d'être épouse, avant d'être la sœur, avant d'être tout ce qu'on veut. Comment elle fait? Alors, par rapport à gérer la gestion du quotidien, par rapport au parcours, par rapport... Oui. Émotionnellement, comment tu te sens quand tu es devant le fait accompli que, voilà, il va falloir être confronté au polyhandicap de ton fils. Parce que c'est le mot que j'ai vu que tu as employé, donc qui signifie, est-ce que tu peux c'est peut-être mieux que tu nous expliques ce que c'est que le polyhandicap? En fait, le polyhandicap, c'est une forme sévère de handicap parce qu'il touche aussi bien une déficience mentale que moteur, que la relation. C'est quelque chose, comme je dis un peu dans le livre, qui pour ma part a résonné un peu plus fort que le handicap. C'est qu'il a quelque chose de plus grave que le handicap, même si on ne peut pas faire de comparaison et que chaque situation de handicap est difficile à celle. Et c'est vrai que le polyhandicap a quelque chose de particulier parce que, Yannis, c'est quand même un enfant qui tient pas bien sa tête, on ne sait pas comment il voit, il ne parle pas, il vocalise, il communique à sa manière, il ne mange pas tout seul, il mange mixé, il a une utilisation très restreinte de sa main gauche, il est en fauteuil roulant, on doit le changer, il n'est pas propre. C'est quelque chose de très extrême en termes de lourdeur du handicap. Donc oui, c'est sûr que pour revenir à ta question par rapport à la femme que je suis, je pense qu'une partie peut-être, je ne sais pas si c'est une réponse complète, mais vient quand même, je pense, de ma maman. Ma maman, finalement, malgré ses difficultés, malgré ce qu'elle a pu endurer dans sa vie, je pense qu'elle a laissé une trace d'une femme forte, d'une femme qui s'est toujours débrouillée, qui a bricolé, qui a essayé de trouver des solutions pour ses enfants, qui, quand elle n'en pouvait plus, finalement, avec le recul de la maman que je suis maintenant, a trouvé des plans B en nous mettant en internat. Oui, et je dirais même des plans D comme des brouillardises. Hein. Moi, j'avais des petits sourires quand c'est des situations normalement tristes, mais en même temps qui font sourire. Il y a un endroit dans le livre où tu expliquais comment vous avez fait bouillir de la farine avec de l'eau tout doucement. Pour avoir de la colle. J'ai dit, mais d'où leur viennent ces idées, quoi? Donc, c'est des petites lueurs d'humour comme ça que je trouve dans le livre et qui, malgré le sérieux du sujet, font que ça reste digestible, hein, et on peut rire et pleurer en même temps. Oui, tout à fait. Et je pense que l'air de rien, cette enfance, quand même, où on parle de pauvreté, finalement, de violence parfois, de pauvreté, fait que peut-être que la graine de ce mot résilience était en train déjà de se planter avant. Comme si finalement, j'ai pas eu que des galères dans ma vie, mais c'est comme si que l'expérience de Yannis, finalement, de sa naissance et de tout ce qui s'est passé, était un peu cette continuité, en tout cas dans la façon de gérer les choses, de ce que j'avais connu moi auparavant. Le fait d'avoir vu ma maman, finalement, avec ses difficultés, s'en sortir, trouver des solutions pour nous, des plans B, nous-mêmes après, prendre le relais, trouver des plans B quand il n'y avait plus d'électricité, trouver des plans B nous-mêmes quand il se passait des choses à la maison, fait que finalement, quand Yannis est arrivé, je me suis mis en mode guerrière, quoi. Ouais. Pas le choix, il faut recommencer, et tout ce que j'avais finalement vécu auparavant a été une force. Par contre, je sais bien que dans tout ça, dans tout mon parcours, la question de la femme que je suis se pose, parce que, comme tu le dis, on n'est pas finalement, on n'est pas qu'une maman, on n'est pas qu'une femme d'eux, on n'est pas qu'une mère. On est d'abord soi. Et je pense que peut-être que tout ce processus m'a amené, au fur et à mesure des années,
à rencontrer la femme que je suis réellement. Ah, mais c'est très beau ça. Oui. Et c'est une belle femme que moi je vois en face de moi. Très belle, très rayonnante, très lumineuse aussi. Et gens aussi. Et tu parles aussi de la femme aidante familiale. C'est quoi une aidante familiale? C'est une expression que je découvre avec ton livre. Alors, c'est vrai que c'est un terme. Alors, tu me diras, je ne sais pas si dans d'autres, je ne sais pas si au Cameroun, je ne sais pas si en Allemagne, si le terme est un peu le même. En France, il a pris plusieurs formes, en fait. On a parlé d'aidants naturels, on a parlé de proches aidants, et on parle actuellement d'aidant familial. Et cet aidant, en fait, c'est la personne qui va accompagner un proche en situation de handicap ou atteint d'une maladie chronique dans différents pans de sa vie, que ce soit dans les démarches administratives, que ce soit au quotidien, dans la coordination des soins, que ce soit pour prendre des rendez-vous médicaux, des choses comme ça. En France, on estime qu'il y a plus de 11 millions d'aidants qui accompagnent comme ça un proche. On parle souvent on a en tête les aidants de personnes âgées, atteints de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, tout ça. Et parfois, nous, les parents, on est un peu oubliés parce que finalement, dans ce terme d'aidant naturel à l'époque, ou qui est peut-être encore utilisé, il y a cette chose de se dire, c'est comme si c'était naturel d'accompagner son proche, son mari, son enfant. Oui, il y a peut-être quelque chose de naturel, mais il y a surtout quelque chose qui crée quand même des conséquences. Être aidant, c'est quand même essayer de trouver les ressources en nous pour concilier sa vie pro et sa vie perso quand on a une vie professionnelle. C'est essayer de déjà coordonner, ne pas être épuisé, pouvoir accompagner son proche le mieux possible, pouvoir être réceptif à ses besoins. C'est toujours être un peu dans cette course pour pouvoir aider la personne qu'on aime et du coup, parfois, comme on est pris dans cette vague d'activités, de savoir-faire qu'on commence à mettre en place, etc., on oublie que il faut faire avec parfois la notion de culpabilité. On se dit qu'on n'a pas le droit d'aller mal. Donc, du coup, on voit même pas que c'est important d'avoir du relais. Cette question de temporalité, de digestion du diagnostic, on le met un petit peu de côté. On rencontre plein de professionnels et parfois, ils sont pas tous bienveillants. Le poids des mots, on prend sur nous. Tous les mécanismes qu'on met en place aussi pour faire un peu ce deuil, des mécanismes de défense, des mécanismes où on peut être un peu hyperactif dans ces activités, mais où aussi on a besoin d'avoir d'autres espaces pour soi, en tant que femme, en tant que professionnelle, en tant que couple. L'isolement que ça peut susciter, parce que les gens ont quand même un peu peur, parfois, ou les gens, comme si on cette idée de contagion, un peu, tu sais, et que du coup, même si moi je suis d'un naturel un peu à aller vers les autres, on se replie un peu sur soi, sur la famille qu'on a construite, sans voir que parfois on s'isole un peu. La question du regard de l'autre, les gens qui nous regardent, les gens qui peuvent porter un jugement, mais qui nous atteignent moins quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on veut faire. Et puis tous ces remaniements incessants de s'adapter, de se suradapter, tout ça vient peser un petit peu. Pour la fratrie aussi. Et comme je dis souvent, on ne naît pas parent d'enfant en situation de handicap, on le devient. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur la santé, ça a des conséquences sur la charge mentale, ça a des conséquences pour plein de choses. Et c'est pour ça que ce terme aidant, finalement, il regroupe pour moi, au-delà de la définition, toutes les conséquences, mais aussi toutes les belles rencontres, les résiliences, les choses qu'on est capable de faire en termes de compétences réellement, c'est ça, c'est savoir-faire qu'on va acquérir au fur et à mesure de ces accompagnements. Justement, tu parlais de charge mentale et alors dans ton livre, tu dis que tu avais un problème au départ avec ce terme aider parce que tu trouvais que c'est ton fils. Donc, c'est pas, tu n'es pas en train de l'aider, tu es sa mère. Et il a fallu du temps pour que tu fasses un peu la différence. Et comment tu gères, ou alors comment tu as géré, parce que quand on évolue dans le livre, on voit que ça a beaucoup évolué, hein. Mais au départ, comment tu as géré ce sentiment de culpabilité? Tu vois, cette charge mentale par rapport au fait que
Parfois, tu peux être fatigué, mais tu te sens coupable d'être fatigué. Parfois, tu n'as pas envie d'être dans ce moment, à cet instant présent-là, mais tu te sens coupable. Parfois, tu te dis, c'est moi qui ai fait naître cet enfant, donc c'est un peu ma faute aussi. Comment tu gères ça? Ça a été une tempête d'émotions. Hein. J'imagine. Et c'est vrai que ce terme de culpabilité, il a été beaucoup présent dans mon parcours parce que oui, je l'ai mis au monde, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de ça au tout début de ta première question par rapport à ces mouvements. En fait, dans mon ventre, il y avait à un moment des espèces de mouvements étranges. Ah. Et, comme du hockey. On est parlé au médecin, mais comme tout allait bien dans l'échographie, etc., et que des fois les enfants, ils ont du hockey. Bien sûr, c'est normal, hein. Oui. Franchement, je suis passée à autre chose. Et ça, c'est revenu, par exemple. Et je me suis dit, mais peut-être que j'aurais peut-être dû insister, mais peut-être plein de choses. Est-ce que pendant la grossesse, j'ai fait quelque chose? Les autres aussi qui doivent, ma maman, ma belle-maman, vont te questionner. Est-ce que peut-être que tu faisais de la batucada? Est-ce que peut-être que ça... Ouais, il y a eu beaucoup de questions me concernant où cette culpabilité, elle a eu du mal aussi à se défaire parce que ça me renvoyait aussi à moi, qu'est-ce que j'ai fait peut-être dans cette grossesse? Oui. Vous n'avez pas pu le voir avant qu'il y a eu un handicap? Donc, ça pose la question aussi de si on avait su voir avant, est-ce que l'avortement aurait été une solution? Beaucoup de questions comme ça qui font que c'est difficile de se construire un petit peu dans cette maternité parce que tu te sens un peu fautif. Qui a fait à un moment, il n'y a pas que ça, mais je pense que ça y jouait. Et c'est là où je me suis dit, on forme une équipe avec mon conjoint. C'est qu'à un moment, il a pris sa part qui était irrationnelle, mais il m'a dit, mais moi, peut-être que, comme plus jeune, j'ai fumé un petit peu, peut-être, du coup. Mais ça devient de la folie. On rentre dans un cercle vicieux incroyable, parce qu'on va toujours trouver quelque chose, hein, puisque personne n'est parfait. C'est ça, mais le fait qu'il me dise ça, même si c'était irrationnel, Assel, ça m'a permis en fait de voir à quel point on était une équipe. Oui. Qu'il a pris un peu de cette charge de culpabilité. Oui. On en a rigolé, parce que j'imaginais un spermatozoïde là, avec un peu de cannabis, avec, tu vois, je me faisais des délires. Et l'humour, finalement, m'a permis de mettre un peu à distance cette culpabilité, qui va revenir et qui reviendra peut-être. Mais c'est vrai que le fait, de se sentir une équipe dans notre couple en disant, voilà, on va gérer ça tous les deux. On est ensemble. On prend un peu notre part de culpabilité tous les deux. Les décisions, on va les prendre ensemble. Voilà, cet enfant, on l'aime, on veut le meilleur pour lui et on essaiera de trouver des solutions. Le fait quand même vraiment, je pense que ça m'a aidé petit à petit à laisser cette histoire de culpabilité et à se dire de toute façon, ça sert à rien de revenir sur le passé, il est là. Et là, il a besoin de quelqu'un qui tienne la route, qui avance et qui lui apporte ce dont il a besoin. Oui. Et tu dis dans ton livre que tu ne veux pas augmenter les statistiques en termes de couple. Là, tu as parlé de Fred, de ton conjoint, et de cette forme d'alliance et d'équipe que vous formiez et que vous formez encore. Mais je sais pas comment poser mes questions aujourd'hui, parce que franchement, ton livre m'a bouleversée. Comment un couple résiste à ça? On peut se dire, on peut s'asseoir tous les soirs et se dire on va faire ci, on va faire ça, mais la réalité est tout autre. On traverse des émotions comme tu l'as bien décrit, mais inimaginables, qu'on n'aurait même jamais imaginé avant. Comment un couple résiste à ça? Je pense que, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, peut-être avec tant de choses dans ce tiroir. C'est que quand tout à l'heure je te disais pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Je pense que c'est pareil pour mon couple. C'était important pour moi de décrire notre rencontre, de décrire ce qu'on a vécu avant la naissance de nos enfants, de décrire le après. Dedans, j'explique un petit peu ma rencontre avec mon papa, par exemple. Fred, il m'a toujours soutenu. Malgré les choses que j'ai pu raconter, il m'a toujours soutenu par rapport à qui je suis et sans jugement.
Et je pense que finalement, dans les stats, il y avait un chiffre, je crois que ça vient de la revue Naître et Grandir, qui disait que 87% des couples se séparent dans les 2 ans de l'enfant quand le handicap est grave. Et c'est ça qui m'a fait un petit peu peur, c'est que, le handicap était grave et il est arrivé dès la naissance. Et c'est pour ça que j'ai questionné un petit peu les choses en me disant, mais est-ce qu'on va continuer ce chemin ? Et je pense qu'une partie de la réponse, c'est sûrement dans comment ce couple s'est construit dans notre mixité. Fred est d'origine, sa maman est bretonne, son papa est du nord de la France. Je suis d'origine sénégalo-mauritanienne. Rien que notre mixité était une étape. C'est déjà un challenge. C'est déjà un challenge. Ouais. C'est vrai. Puis la rencontre, puis tout ce qu'on a mis en place après, le fait qu'il ait fait aussi ses choix de devenir maraîcher, par exemple. Il y a plein de choses, je pense, qui ont quand même un petit peu mis un espèce de socle. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'est vrai que peut-être que c'est une partie de la réponse qui fait que pendant toute ces périodes-là, on a communiqué. Ce qui fait que quand Yanis est arrivé, même s'il y a eu le choc et même si il y a un texte je l'ai interviewé et du coup j'ai pris une partie de ce texte pour lui donner la parole dans la tête d'un père, c'est le titre du chapitre, il le dit. Est-ce que je ferais mieux de rester ou de partir ? Est-ce que c'est des questionnements qui lui ont traversé la tête ? Cet enfant aussi, si différent, ça veut dire Yanis ne fera pas d'enfant. Il y a la question aussi de la filiation, de l'hérédité. Exact. Tout ça se pose aussi. Un ami qu'il avait qui lui dit moi je sais pas comment tu as fait, je serais parti depuis longtemps. La copine que je parle dès le début du livre, Sonia, qui m'a tout de suite dit de faire le dossier MDPH, son conjoint, lui, l'a quitté quelques mois avant de revenir. Donc, il y a des situations parce que c'est un traumatisme, parce qu'on n'avait pas prévu ça, parce que ça a des conséquences vraiment sur est-ce que je reprends le boulot, pas le boulot, etc. Forcément, ça égratigne un couple et ça peut se finaliser par une rupture. Dans notre cas, ça l'a pas fait parce que sûrement il y a cette communication et parce que, comme tu le disais tout à l'heure, on a quand même su, je pense, mettre des alertes, trouver des aides, mettre des choses en place, avoir quelqu'un qui vient à la maison, trouver un établissement, avoir un 3e enfant, avoir aussi un grand qui allait bien. Tout ça a dû jouer, je pense, à celle pour qu'au final, ça fait 20 ans. Et voilà, pour l'instant, on est encore une équipe. Incroyable, mais bravo, hein, incroyable. Alors, on a parlé de la femme, Hawa Camara, on a parlé de la compagne. Moi, j'ai envie de parler aussi de l'entrepreneur. Parce que dans ce tourbillon d'émotions-là, tu arrives encore à aller chercher les problèmes dans l'entrepreneuriat. C'est incroyable. Tu te dis, mais elle est folle. Mais en même temps, j'ai compris. Alors, la scène se passe à l'hôpital où tu es en train de regarder ton fils Yanis endormi. Donc, tu as le temps, tu réfléchis. Ça, c'est l'une des choses qui revient très souvent, que quand on est à l'hôpital, on a beaucoup de temps. C'est clair. Tu réfléchis et tu ressens petit à petit l'envie de créer. Explique-moi un peu ce processus-là. Alors, je pense qu'en fait, Yanis, il a fait révéler en moi des choses insoupçonnées, ce petit garçon, en fait. Et c'est vrai que je pense que beaucoup d'émotions se sont mélangées. Je pense que ça a fait ressortir sûrement ma capacité, en tout cas, à vouloir créer des choses, mais aussi sûrement dans mon processus de deuil, de me dire que j'ai envie de créer quelque chose qui va bien, de créer quelque chose qui va peut-être, comme on parlait de culpabilité tout à l'heure, ça c'est inconscient et c'est sûrement de la psychologie un petit peu de bon marché là, mais de se dire que peut-être que dans cette envie de création d'entreprise, c'était aussi de me dire j'ai mis au monde un enfant cabossé, un enfant qui n'est pas en bonne santé. Si j'ai l'opportunité de créer un projet, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il fonctionne, parce que c'est peut-être inconsciemment quelque chose à cette époque en tout cas qui va peut-être entre guillemets me racheter, peut-être entre guillemets me faire sentir une créatrice dans le sens où c'est pas cabossé, ça va peut-être en plus aider d'autres personnes. Je pense que mon processus de création était un mélange de qui j'étais moi, Hawa, qui aime monter des projets, je le serai après, et en même temps cette Hawa qui est un petit peu meurtrie, qui a des cicatrices et qui a envie de faire quelque chose
de l'ordre de la création, peut-être pour réparer. Mhm. Alors, tu décides de créer une micro-crèche avec une partenaire, Maïmouna. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux nous dire parle-nous un peu de cette aventure. Moi, je l'ai trouvée passionnante aussi. Oui, bah écoute, c'était l'aventure de deux femmes. Hein. Alors, c'est le Sénégal aussi comme point commun. Maïmouna a grandi au Sénégal. Par rapport à moi, qui suis un peu plus, je me disais, déracinée, qui connaissait pas mon pays d'origine, tout ça, Maïmouna avait ça, avait cette connaissance, cette envie aussi. Elle faisait partie d'une association, elle faisait des choses là-bas, et elle était universitaire. Elle a fait des études en sociologie. Elle s'intéressait à plein de problématiques et aussi à cette question d'échec scolaire, de décrocheur scolaire. Et elle a fondé son deuxième enfant. Moi, de mon côté, Yanis était déjà parmi nous, se posait déjà les difficultés de comment je vais faire pour reprendre une activité professionnelle. Et lors d'une soirée, on faisait un espèce d'état des lieux de où on en était dans nos vies. Et un des constats, c'était de se dire qu'on avait envie peut-être de faire quelque chose pour nous. Et ce point de départ de discussion a été le point de départ d'une grosse aventure parce qu'au fur et à mesure de nos échanges, on a décidé de créer une crèche. Une micro-crèche, plus spécialement parce qu'un décret venait de sortir et autorisait finalement à des porteurs de projets privés la possibilité de monter des petites structures, à l'époque de 9 enfants, maintenant c'est 10, qui étaient entre l'assistante maternelle et la crèche collective. Et nous, c'était quelque chose qui nous convenait parce que c'était petit et on voyait ça un peu comme un laboratoire où on allait expérimenter des choses. Et cette aventure a commencé comme ça dans notre tête. Par contre, ce qu'on avait peut-être, je parlais peut-être plus pour moi, ce que j'avais pas en tête, c'est que création d'entreprise, même si l'idée est bien, derrière, ça veut dire lever des fonds, de l'argent, du personnel, avoir affaire à certains clichés, préjugés, vraiment une aventure entrepreneuriale là, on a été lancé dans le grand bain alors qu'on n'avait aucune expérience de la création d'entreprise. Donc, on a appris sur le tas. C'est une très, très belle expérience parce que tu décris bien dans le livre par quelle émotion vous êtes passées toutes les deux avec Maïmouna. Comment aussi Fred a mis la main à la pâte. Et j'ai beaucoup aimé l'idée qu'il a eue quand vous cherchez les fonds. L'idée qu'il a eue de faire des affiches et qui vous ont ramené beaucoup de prêteurs d'argent. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce petit passage-là? Oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre, oui. Dans entreprise. Et moi, je crois que c'est là où je me suis rendu compte aussi qu'il y a parfois des porteurs de projets, surtout qui disent parfois on n'a pas de réseau, j'ai pas de réseau. Ce terme de réseau. Et de s'apercevoir qu'on a tous du réseau, finalement. Ok, on n'a pas chacun selon les étapes, mais que finalement, dans ce projet, c'était ça. C'était de se dire, les banques ne nous prêtaient pas d'argent pour créer notre micro-crèche, même les prêts d'honneur, on n'avait pas la tête de l'emploi, les gens ne nous voyaient pas dans ce rôle. Donc, on a été déboutés de prêts, franchement, des fois, pour 15 000 €, alors que le projet, pour nous, il tenait la route. Mais ça passait pas. Et j'en parle à Fred, qui lui, à l'époque, était encore maraîcher. Il distribuait ses légumes dans le cadre d'une AMAP, une association de maintien de l'agriculture paysanne. Donc, chaque semaine, il distribuait des paniers de légumes que lui faisait pousser. Et me voyant un peu en difficulté avec Maïmouna pour essayer de trouver des fonds, il a l'idée de nous dire, donc c'est ce qu'on dit un espèce de crowdfunding à l'arrache. Oui, mais qui a marché. Et qui a marché, c'était de se dire, écoute, tu m'écris une petite affiche, tu expliques de quoi vous avez besoin et je te propose de l'afficher moi au jardin. Et puis, nous, on fera de même avec notre réseau familial et amical. Et cette affiche disait, nous avons besoin de vous. Nous voulons créer une micro-crèche. Nous n'avons pas les fonds. Et ce qu'on vous propose, c'est que vous nous prêtez de l'argent. Et dans un an, vous nous prêtez de l'argent, vous devenez nos parrains. Et dans un an, on vous rembourse. En gros, elle disait ça à l'affiche. Il l'a mis le mercredi. Le samedi, il est venu avec 2 chèques. Un chèque de 100 € et un chèque de 5 000 €. C'est incroyable. Et l'histoire a commencé comme ça. Ça a fait des petits. On a réussi à avoir 12 000 €. On a commencé à meubler la crèche. La banque a fini par nous suivre. Et notre première crèche est née comme ça, avec plein de parrains. Et on a mis 1 an pour les rembourser. Voilà. Mais bravo. Et par la suite, vous avez créé une seconde crèche. Seconde crèche. Oui. Et après,
quand même, vous avez finalement vendu la crèche. Pourquoi? Alors, en fait, pendant tout ce début de création d'entreprise aussi, c'est vrai que souvent on me dit « Ah, t'as créé une crèche pour Yanis ». Non, au début, c'était pas pour Yanis, c'était pour moi. C'était pour moi, comment faire pour trouver du temps pour être à l'hôpital et en même temps garder une activité professionnelle. Et la solution que j'ai co-construite avec Maïmouna, c'était ça. Et au début, Yanis n'était pas prévu. C'est Vilmène, une bonne amie qui est devenue éducatrice de jeunes enfants de la crèche, qui m'a dit un jour, ça serait bien que Yanis vienne à la crèche. Et c'est comme ça finalement qu'il a pu faire quelques petits passages, mais difficile pour moi aussi d'être chef d'entreprise, d'avoir mon enfant dans la structure, et le seul en situation de handicap. Donc, petit à petit, on a trouvé d'autres solutions pour Yanis. Mais je pense que le fait que Yanis ait quand même participé à ce bout de chemin, a fait germer en nous l'idée, au vu de tout ce que connaissent les parents d'enfants en situation de handicap en termes de répit, en termes de besoin d'aller trouver du boulot, il fallait qu'on trouve, c'est devenu comme une évidence qu'il fallait créer une structure mixte, inclusive, qui accueille aussi bien les enfants porteurs de handicap que des enfants valides. Et on a même rajouté plus tard la notion des parents qui sont dans un processus d'insertion sociale et professionnelle, qui n'ont pas d'emploi et qui ne sont pas prioritaires pour nos crèches, en général, pour les crèches. Donc, tout ça, c'était important d'y réfléchir, et ça, on y a réfléchi au fur et à mesure des années. Les structures qu'on avait jusqu'à présent ne nous permettaient pas forcément d'accueillir des enfants porteurs de handicap, parce que pour y accéder, même si c'était un plein pied, il y avait des escaliers. Les équipes qu'on avait en place, parce qu'on a eu jusqu'à 9 salariés, n'étaient pas préparées à ce projet dès le début. Et nous, on voulait vraiment réécrire sur une base vierge, et on savait que le nerf de la guerre, c'était aussi l'argent. On l'avait vécu. Donc, on a eu cette opportunité de vendre, et c'est cet argent qui nous a permis après de pouvoir accéder à la propriété, même si on est encore en prêt, et de faire dès le début un projet autour d'une crèche inclusive. Et c'est la crèche qu'on a actuellement, qui est toujours l'abeille et le papillon, où on a cette structure qui accueille plein d'enfants, 9 enfants, avec des difficultés parfois d'ordre social pour les parents, avec des difficultés de santé pour les enfants eux-mêmes, ou avec des enfants qui n'ont pas de soucis particuliers, même si chaque étape, de toute façon, fait qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et en parallèle de cette structure, à l'heure actuelle, on a créé aussi un service à la personne pour les enfants sans solution, pour compléter notre offre et répondre vraiment à ce besoin. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment on part d'une situation dans la vie qui peut sembler être insurmontable, et petit à petit, on se retrouve plutôt à aider les autres et à proposer des solutions aux autres, alors que à la base, c'est nous qui avons besoin d'aide. C'est extraordinaire ce que tu as pu faire. Franchement, encore bravo. Bravo pour ton courage. Alors, je ne le dis pas pour que tu t'enfermes encore dans le truc de femme forte et tout ça, parce que moi, c'est quelque chose que je déteste. Je trouve que nous avons le droit d'être vulnérables et de dire aujourd'hui, je ne vais pas bien, foutez-moi la paix. On a le droit. Je suis d'accord avec toi. On a le droit de le dire. Donc, le fait que je te dise bravo ne doit pas t'enfermer dans ce tiroir un peu bizarre. C'est pas notre tiroir à bonheur d'aujourd'hui. T'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que Awa a comme projet futur? Est-ce que tu as envie d'écrire un deuxième livre? Moi, je te conseillerais de le faire parce que ton écriture est très agréable. Alors, c'est vrai que là, j'ai dû faire un bilan de compétences à un moment dans ma vie. Donc, je ne vais pas tout dévoiler ce qu'il y a dans le livre, mais forcément, il y a eu un moment, c'est devenu vital aussi de savoir un peu ce que je voulais, où j'en étais, en tant que femme et en tant que professionnelle. Donc, du coup, c'est vrai qu'en ce moment, mes projets, je me qualifie, un jour je passerai le diplôme, mais d'ingénieur social. Mon but, là, c'est de trouver des solutions, de créer des solutions sur des sujets sociétals qui me portent. En ce moment, c'est les parents d'enfants en situation de handicap. Donc, j'ai décliné mes axes dans la formation, l'accompagnement et la sensibilisation. Pour chacun de ces axes, je développe des projets, pas forcément seul. Dans la formation, c'est un collectif, une SCOP, on est 4 porteurs de projets, on a créé un centre de formation et j'aimerais bien développer des formations pour les aidants salariés, les aidants qui sont au boulot et sensibiliser au handicap.
Dans l'accompagnement, via l'association Second Souffle, on a pas mal de projets où on fait des permanences d'accueil, d'écoute pour accompagner ses parents. Pareil, je ne suis pas toute seule. Et avec la crèche L'Abeille et Papillon, il y a la crèche dont je parlais qui est inclusive, et il y a ce service à la personne pour les enfants sans solution et aussi les enfants dont les parents sont dans des centres d'hébergement. Et dans ma partie sensibilisation, j'ai tout ce qui est lié à ce livre, qui a une histoire personnelle, mais l'idée, c'est vraiment d'en faire quelque chose de plus grand que moi et qui peut aussi permettre de sensibiliser les professionnels, les parents eux-mêmes et le grand public. C'est pour ça qu'on a transformé ce livre en pièce de théâtre. Et voilà, elle va faire son bout de chemin. Et ça, je pense que déjà, ça va m'occuper pendant un certain temps. Et puis, vraiment, Assel, j'aimerais réécrire à nouveau. C'est quelque chose où le processus d'écriture a été une révélation pour moi. J'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment été dans... Ouais, c'est une belle aventure d'écrire. Après, je ne sais pas si je serais capable d'écrire quelque chose de différent, de type roman, par exemple, de quelque chose de beaucoup plus en imaginaire. Mais ça, tu ne peux pas le savoir si tu ne commences pas. Si on t'avait dit il y a 15 ans que tu écrirais un livre qui s'intitule Le tireur à bonheur, tu aurais dit mais comment je le ferais? Donc, prends le même courage que tu as eu pour écrire ce joli livre et tente une nouvelle aventure avec un nouveau sujet, avec une fiction peut-être. Je trouve que tu as du talent, je trouve que ça se lit très bien. Donc, pourquoi pas? De toute façon, tu n'as rien à perdre. Je n'ai rien à perdre, Assel. Mais je prends tes encouragements vraiment avec plaisir. Et oui, je pense que j'aimerais bien écrire. Je pense que c'est un des rares choses avec la musique aussi. J'aime bien chanter qui vraiment me mettent dans un autre monde, dans l'instant présent, dans l'imaginaire aussi, dans quelque chose qui est très agréable. Et j'aimerais retrouver encore cette sensation. Très bien. Mais on va bientôt terminer notre échange et je ne peux pas terminer cet échange sans demander comment va Yanis aujourd'hui. Écoute, Yanis est un grand gaillard de 53 kilos qui a 12 ans. Le poids est très important parce qu'il faut le porter. C'est ça, oui. Mais qui est lumineux, qui est doux. Enfin voilà, qui malgré ses grosses difficultés et cette grosse dépendance est un enfant vraiment, vraiment, et c'est pas parce que c'est mon fils, mais il est plein de vie, il est toujours souriant, il vocalise, il pleure pas, il est dans l'écoute, dans la relation avec ses frères. Quand il est dans son établissement, il se sent bien. Quand il est à la maison, il se sent bien. Et c'est un enfant qui donne beaucoup d'amour et pour lequel on a envie de lui donner aussi beaucoup d'amour et vraiment il va bien. Après voilà, le fait qu'il soit costaud, qu'il soit grand, que son corps continue quand même un peu à se déformer. On sait que c'est un répit actuellement qui peut être très vite de courte durée parce que peut-être d'autres opérations vont peut-être refaire surface, peut-être que les crises, il y en a encore un petit peu qui arrivent de temps en temps malgré l'opération. Donc voilà, on sait que c'est pas un long fleuve tranquille tout le temps, mais quand c'est là et que ça va bien, on prend. Ça va bien. Et si tu avais quelque chose à dire en t'inspirant de ta propre expérience, si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui traverse une situation semblable, ça peut être une mère, un père, et même pourquoi pas de la famille aussi, en général, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Il y a je suis pas bonne en latin. Il y a une phrase que Fred m'avait dit un jour. Il y a une phrase qui dit vers le haut par des chemins étroits. Je pense que c'est cette phrase-là, c'est de se dire oui, ça va être galère. Oui, il y a des fois on ne veut pas se lever, oui, il va y avoir des larmes. Il y aura des étapes, des moments où on aura envie de lâcher l'affaire, où on ne comprend pas pourquoi ça nous est arrivé. Mais toutes ces étapes vont, je l'espère, en tout cas être vertueux. Quelque chose va en sortir. Alors, je sais que on a chacun des histoires particulières. Il y a des enfants qui décèdent, il y a des parents aussi pour lesquels c'est très très compliqué. Mais j'ose toujours me dire que dans la vie, dans toutes les galères que j'ai pu avoir, il y a eu toujours quelque chose de positif qui en est sorti. Et voilà, vers le haut, par des chemins étroits. Oh, c'est magnifique ça. Waouh, merci Awa.
Merci à toi, Assel, franchement, pour ce riche échange. Et puis, encore une fois, je suis vraiment, contente d'être au micro avec toi. Et je vais continuer vraiment à écouter les podcasts qui me donnent beaucoup d'énergie, qui m'inspirent. Les personnes que tu as à chaque fois interviewées ont quelque chose toujours à apporter. Il y a toujours un message, il y a toujours... je suis époustouflée et vraiment, j'espère que mes futurs projets m'amèneront vers peut-être le pays d'origine de ma maman ou peut-être, je me le souhaite. Je souhaite faire des projets aussi en lien avec le continent africain, en lien avec mes origines et faire des ponts et ouvrir des tiroirs à bonheur de plein de gens. Voilà. Moi, je trouve que ce sont des objectifs magnifiques. Et j'espère aussi qu'avec ce podcast, j'ouvre des petits tiroirs à bonheur comme ça. Et merci pour ton retour parce que c'est très, très, très motivant. Il y a des jours, on est fatigué, on se dit, pourquoi je fais ça? Mais quand on a des retours comme les tiens, ça donne du sens à ce qu'on fait. Ça donne du sens. Si ça peut inspirer quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, pour moi, c'est déjà ça de gagner, quoi. Et il y a de belles personnes là dehors qui n'ont pas qui ne trouvent pas des espaces pour s'exprimer. Des belles personnes comme toi. Et donc, moi, je fonctionne à l'émotion, à ce qui me touche, alors que je suis une scientifique à la base, hein. Ingénieur. Oui. Mais voilà, j'aime écouter des histoires. C'est pour ça que j'aime lire aussi. J'aime écouter des histoires parce que elles m'enrichissent, elles me font découvrir de nouveaux horizons et comprendre que la Terre ne tourne pas autour de moi. Donc ça me rend très très humble, ça me fait relativiser beaucoup de choses et ça me permet d'accepter la vie telle qu'elle est, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer. On se sent une partie des autres aussi en même temps quand on lit. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange, Awa. Et puis, tu reviens quand tu veux. Quand tu as un projet littéraire, tu reviens. Et puis, c'est avec plaisir que j'en reparlerai avec toi. Merci Assel. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Certainement. On fera tout, en tout cas, pour se rencontrer. Merci beaucoup. Merci Assel. À bientôt. À bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.